Bienvenue à tous, c'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. À San Pedro, la conférence inaugurale du 3e colloque international pluridisciplinaire du FONSTI se poursuit. Une réflexion est ouverte sur l'intelligence artificielle pour construire un avenir inclusif et souverain en Afrique. Le marché africain des solutions spatiales avec Abidjan comme capitale a ouvert la première édition et ce pour 3 jours devant plusieurs membres du gouvernement ivoirien. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail d'Abidjan monte au créneau contre une décision jugée illégale prononcée à l'approche de la fête de la Tabaski. Et un atelier national sur la restitution des résultats de l'étude relative à l'élargissement du contenu local de l'agro-industrie a réuni plusieurs acteurs. D'autres précisions dans un court instant. Une interrogation pour débuter ce journal. Comment l'Afrique peut-elle tirer parti de l'intelligence artificielle pour construire un avenir inclusif et souverain? La conférence inaugurale du 3e colloque international pluridisciplinaire du FONSTI à San Pedro a ouvert la réflexion en présence de sommités scientifiques africaines et internationales. Une conférence qui a permis de faire un état des lieux en matière de technologie en Afrique. Le témoignage de Konena Norgo et d'Abel Kwao. C'est bon, ce n'est pas bon. Dans tous les cas, on ne peut plus s'en passer. C'est par cette affirmation que le docteur Mahaman Bachir Saleh, chef de division sciences, technologie et espace à la Commission de l'Union africaine, a lancé la conférence inaugurale du colloque international du FONSTI. Une entrée en matière lucide qui traduit l'urgence pour l'Afrique de se doter d'une stratégie continentale claire en matière d'intelligence artificielle. L'Union africaine, pour être vraiment plus efficace, a rassemblé les États membres. Et après rassemblement de ces États membres, on a produit ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la stratégie de l'intelligence artificielle au niveau continental. Et cette stratégie, c'est vraiment ce qu'on appelle un guide d'implémentation. Comment les pays africains devraient s'approprier de cette nouvelle technologie. Et il faut l'utiliser en toute responsabilité. C'est le rôle de la stratégie. Et cette stratégie permet également à l'Union africaine de vérifier quels sont les États qui sont en mesure d'implémenter cette stratégie et comment aussi accompagner ces États-là dans la mise en œuvre de notre stratégie continentale sur l'intelligence artificielle. Dans cette perspective, l'agenda 2063 de l'Union africaine se veut un cadre de référence. Mais les défis sont nombreux. Fractures numériques persistantes entre pays du continent, sous-investissement dans la recherche, protection des données encore balbutiantes. On ne peut pas s'en passer. Et je voudrais vraiment vous ramener, même nos enfants qui sont au primaire sont en train d'utiliser cette intelligence artificielle. On ne peut pas s'en passer. Le mot-clé, c'est la responsabilité. Le mot-clé, c'est vraiment l'encadrement. Le mot-clé, c'est la sensibilisation sur les dangers et les avantages de cette intelligence artificielle. Loin d'une fascination aveugle, la conférence a mis en lumière les risques liés à l'intelligence artificielle, entre autres, propagation des fake news, biais algorithmiques, perte de souveraineté numérique. Des défis que le continent africain devra relever avec rigueur en s'appuyant sur une collaboration sud-sud et nord-sud renforcée. Gouverner l'intelligence artificielle avec éthique et souveraineté, tel est le défi majeur posé au continent africain. Ce mercredi 7 mai 2025, deuxième jour du colloque international pluridisciplinaire du FONSTI à San Pedro, a été marqué par un panel stratégique sur la gouvernance et la régulation de l'IA, réunissant experts africains et internationaux. Au terme de ce panel, les intervenants ont proposé des pistes de solutions pour une intelligence artificielle maîtrisée. Toujours avec Konena Norgo et Abel Kwao. San Pedro, mercredi 7 mai 2025. L'intelligence artificielle interroge l'Afrique sur ses choix éthiques, politiques et stratégiques. À l'Université Polytechnique, le premier panel du deuxième jour du colloque international pluridisciplinaire du FONSTI a ouvert le débat sur la gouvernance et la régulation de l'intelligence artificielle entre défis de souveraineté numérique et impératifs de développement humain. Parmi les invités de marque de cette session, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis, qui a effectué une brève visite, marquant ainsi l'intérêt de la diplomatie américaine pour les dynamiques de transformation numérique en Afrique. Le philosophe et spécialiste d'éthique des technologies, le professeur Karamoko Tieba,
a insisté sur la nécessité de replacer l'humain au cœur des préoccupations. Nos solutions vont dans le sens de l'appropriation mentale, linguistique et culturelle des solutions IA. Et pour cela, comme je l'ai dit dans mes interventions, la chaire UNESCO a entrepris, ou du moins a initié un projet intitulé « Semer des graines d'éthique dans l'esprit des populations », qui consiste à traduire le substrat de la recommandation de l'UNESCO sur l'IA dans nos langues nationales, notamment le bété, le dioula, le baoulé. Dans cette quête d'équilibre entre innovation et responsabilité, le président de Human IA, Jérôme Ribeiro, milite pour une approche humaniste de l'intelligence artificielle adaptée aux réalités culturelles et sociales des territoires. Alors ce qui est important, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs en bien, mais de l'adapter aux réalités locales, à la culture. Et ça, c'est indispensable. Ce qui est important, c'est que ça réponde à l'ensemble des citoyens, qu'on crée de la richesse, qu'on crée des emplois, qu'on maîtrise, qu'on ait des formations pour maîtriser cette technologie-là, mais aussi de l'innovation, des startups, qu'on ait de la recherche fondamentale, mais des laboratoires d'IA appliqués. Après la recherche fondamentale, il faut appliquer cela à l'ensemble des citoyens, tout en gardant sa culture. À l'issue du panel, les parties prenantes ont recommandé un cadre de régulation co-construit appuyé sur le renforcement des capacités locales, l'éducation et les synergies entre États, universités et entreprises. Autre information à présent, qui veut conquérir la Terre doit maîtriser l'espace. C'est en somme le constat fait par l'Union africaine à travers la création de l'Agence spatiale africaine. Mieux, le continent noir a décidé de se doter d'un marché dans le domaine, le marché africain des solutions spatiales. Avec pour Abidjan comme capitale, la première édition a ouvert ses portes ce mardi et ce pour 3 jours devant plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Le compte rendu avec Issa Badini. Le marché spatial africain pèse 5 milliards de dollars par an avec une croissance annuelle de 10% selon l'Union africaine. Sauf que cette manne financière va à plus de 99% dans les caisses de multinationales. Il faut rectifier le tir. C'est tout le sens de cette cérémonie qui lance officiellement la première édition du marché africain des solutions spatiales MAS. Devant plusieurs membres du gouvernement, au premier des rangs, le ministre de la Défense, patron de l'événement, pour qui le MAS est bien plus qu'un marché spatial. Les enjeux qui nous rassemblent ici dépassent le cadre strictement technologique. Ils touchent à la souveraineté, à la stabilité et à la sécurité de nos nations. Dans ce contexte, notre pays ne saurait rester en marge de cette dynamique. C'est pourquoi le ministère d'État, ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la promotion des innovations technologiques spatiales, outils de stratégie, de défense et de sécurité. L'agriculture et l'alimentation, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la santé avec la télémédecine et la téléépidémiologie, la communication avec la radio, la télévision, la téléphonie, les services bancaires et postaux, la sûreté, la sécurité, la cybersécurité et la défense, l'aviation et la navigation maritime, la gestion des municipalités et des communes, etc. En somme, la maîtrise parfaite des airs et de l'espace sécurise nos populations, nos territoires, nos frontières, tout en assurant un développement socio-économique harmonieux et durable. 6, 7 et 8 mai, le MAS 2025, c'est 3 jours d'exposition, de communication, d'ateliers et de B2B, le tout sous le thème de solutions spatiales pour le développement économique et social. Le MAS 2025, il faut le rappeler, est une initiative de l'Union africaine en partenariat avec la Côte d'Ivoire et l'agence TIF. Toujours dans l'espace et au parc des expositions, parmi la centaine d'exposants à cette première édition du marché africain des solutions spatiales, l'ordre des géomètres experts venus présenter ces solutions. Issa Badini a visité pour vous le stand. Ils sont tous ou presque là. Les entrepreneurs évoluant dans le domaine de l'espace. Des stands à perte de vue aux solutions diverses. Parmi ces exposants, l'ordre des géomètres experts. Pour son président, le MAS est la tribune dédiée. Le marché africain des solutions spatiales est avant tout un espace de partage, d'échange et de collaboration. Voyez-vous, l'aménagement de nos territoires
nous amène à mieux connaître nos territoires, à connaître les défis qui sont les nôtres. Les défis du positionnement spatial, les défis de l'agriculture moderne, les défis des catastrophes. Et donc, pour nous, créer un espace au sein duquel des initiatives, des start-up qui créent la solution viendraient rencontrer les utilisateurs de solutions à l'effet de parfaire leurs solutions en prenant en compte l'analyse des besoins de ces utilisateurs est une aubaine pour nous. Une occasion pour l'ordre de rappeler à qui veut l'entendre que l'aménagement, c'est d'abord l'affaire des géomètres. L'ordre des géomètres experts est présent aux masses pour porter un message. Ce message à l'endroit de nos concitoyens, pour tous vos aménagements, pour toutes les questions foncières, pour toutes les questions liées à la terre, le référent premier avec qui il faut interagir, c'est le géomètre expert. Si vous avez un géomètre expert au départ de votre projet, vous éviterez les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Le marché africain des solutions spatiales MAS, première édition, faut-il le rappeler, a ouvert ses portes ce mardi 6 mai 2025 et ce pour 3 jours. Ouvrons notre page de l'actualité. À l'approche de la fête de la Tabaski, une crise éclate entre les marchands de bétail et l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière Petits Ruminants de Côte d'Ivoire. À l'origine de cette crise, une décision prise le 15 avril par l'interprofession relative à une nouvelle cotisation. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail d'Abidjan monte au créneau contre une décision jugée illégale à travers cette déclaration faite lors d'un point de presse qui a eu lieu le 6 mai 2025 à l'abattoir de Port-Boué. Plus de détails avec Générosa Quadio. Au cœur de la discorde, un barème de cotisation interne imposé par le président de l'Interpru, Gaussou Soumaoro, sur la base d'une décision signée le 15 avril dernier. Les camions d'ovins et de caprins avec un niveau 1 et 2 de chargement devront désormais payer respectivement 100 000 et 200 000 francs CFA au poste frontalier, 50 000 francs et 100 000 francs CFA pour le déchargement dans les parcs à l'intérieur du pays. Une mesure que la SCOUP MBA qualifie de provocatrice, unilatérale et sans fondement juridique. Protestons vigoureusement contre cette manière brutale et solitaire du général Gaussou Soumaoro de prendre des décisions conflictuelles pour engager l'OIA de la filière Petits Ruminants de Côte d'Ivoire. Dénonçons les agissements agressifs et litigieux sur fond de règlement de compte de M. Gaussou Soumaoro, tentant à diviser les acteurs de la filière des Petits Ruminants Interplu, en appelant à la vigilance des acteurs du secteur qui ne doivent pas se laisser abuser par des décisions impopulaires. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, rejette lui aussi cette décision. Apportons notre soutien au ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, la tutelle qui, dans une déclaration rendue publique mercredi 30 avril 2025, a indiqué que la décision prise par le PCA de l'Interplus est juridiquement nulle et démunie de tout effet. Et remercions les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la République et le Premier ministre, pour leur attention particulière et leur appui constant aux acteurs de la filière Petits Ruminants. La SCOUP MBA appelle à la cohésion et espère que les efforts conjoints des autorités et des professionnels permettront d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement et les ventes de bétail. Et si on parlait bonne gouvernance, donner des outils techniques à la société civile afin qu'elle participe pleinement au contrôle de la transparence budgétaire en lien avec les biens publics, c'est l'exercice qui a été donné à l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme. Pour ce faire, l'organisation a initié une série de séminaires de formation dans plusieurs communes d'Abidjan. Ce lundi, c'est le tour de la commune de Cocody. Issa Banini a suivi pour nous le démarrage des travaux.
Ce sont là des responsables d'organisations de la société civile et des collectivités territoriales. Tous invités à l'action pour la protection des droits de l'homme, APDH, dans le cadre de ce séminaire, formation sur la transparence budgétaire. Notre projet est né d'un certain constat que nous avons eu. Généralement, les populations ne s'intéressent pas à l'information, à la quête de l'information, encore moins à l'information budgétaire qu'ils trouvent peut-être trop technique et qui appartient simplement aux dirigeants. Nous définissons de manière sommaire comme transparence budgétaire tout ce qui est l'accès aux informations budgétaires, tout ce qui est compréhension de ces informations et tout ce qui est diffusion de ces informations. L'objectif, c'est que, initiés à cette logique, ils puissent être des relais, des outils pour le contrôle de la bonne gestion de ces deniers publics-là. On estime que l'argent de tout le monde doit être géré désormais au vu et au su de tout le monde. Un atelier de formation que la mairie voit d'un bon œil. C'est une interaction avec notre commune, puisque nous, de tout temps, nous appelons à la transparence budgétaire. Et cet atelier est la bienvenue pour que nos populations puissent s'imprégner de tout ce qui est budget, les actifs et les passifs au niveau donc, de leur gestion au quotidien. Cocody, aujourd'hui, la caravane de l'APDH était auparavant à Yopougon, puis à Djamé. Et à chaque étape, l'objectif est le même, le procédé aussi. Former et sensibiliser 2 jours durant les OSC locales sur la transparence budgétaire. Après Cocody, c'est le tour de Port-Boué. Un atelier national sur la restitution des résultats de l'étude relative à l'élargissement du contenu local de l'agro-industrie a réuni plusieurs acteurs. Objectif, permettre aux entités étatiques et privées de contribuer à la mise en place d'un programme pour le développement du secteur. C'était lors d'une rencontre organisée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale dans la cité de Grand-Bassam avec Walter Kofi. 3 jours de réflexion pour poser les bases d'une stratégie nationale ambitieuse visant à identifier les opportunités, les leviers d'action ainsi que les défis à relever afin de permettre aux entreprises locales de jouer leur rôle dans les chaînes de valeur agro-industrielles en Côte d'Ivoire. Des travaux qui ont réuni secteur privé, administration publique et académique qui ont assisté à la présentation du rapport des résultats de l'étude relative à l'élargissement du contenu local, des conclusions qui seront réétudiées au cours de ces travaux. Le secteur agro-industriel a été placé au cœur de cette ambition, non seulement pour sa capacité à générer des emplois massifs, mais aussi pour son rôle dans la sécurité alimentaire, la stabilité des territoires et la création de valeur à l'échelle nationale. Pour réussir ce pari, nous devons agir avec art et mesure, toute chose qui implique, dans un premier temps, une volonté politique affirmée, traduite dans un cadre réglementaire clair et incitatif. Deuxièmement, un écosystème local dynamique. Pourquoi le secteur de l'agro-industrie? Parce que c'est le secteur qui mobilise pratiquement 73% donc de la valeur ajoutée. Et cette étude-là est présentée aujourd'hui pour que les entités de l'État, les structures privées puissent se prononcer, donner également leur contribution pour que finalement à la fin on puisse aboutir avec un plan d'action beaucoup plus détaillé qui soit plus opérationnel. Ces travaux ont bénéficié de l'accompagnement de la coopération allemande GIZ et celui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette étude se focalise notamment sur la transformation du secteur agro-industriel et ce qu'en termes de contenu local on peut faire pour que les acteurs, les biens et les services nationaux puissent bénéficier en fait de la transformation structurelle de notre économie à travers l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que le contenu local permet d'avoir une croissance économique plus durable, plus inclusive et plus équitable. Objectif visé est la valorisation des ressources locales, matières premières, services, expertise nationale
et ressources humaines en développant les chaînes de valeur compétitives et durables. Direction Nungwa, dans la sous-préfecture de Noé, où tradition rime avec unité. Un an après l'intronisation de Sa Majesté Nana Messou Adjobia, le peuple agnisoyais célèbre bien plus qu'un anniversaire royal. C'est la fraternité entre les peuples qui est mise à l'honneur. Une fête empreinte de symboles, de mémoire et d'ouverture à découvrir dans ce reportage signé Emmanuel Kwaku. Nungwa, village de la sous-préfecture de Noé, une célébration réunit un peuple et bien plus encore. Le peuple agnisoyé rend hommage à son roi, Sa Majesté Nana Messou Adjobia Ier, un an après son intronisation. Mais au-delà de la symbolique traditionnelle, c'est une démonstration de cohésion sociale et de fraternité entre peuples frères que le village vit. Grâce à lui, tout le peuple de Nungwa, si vous voulez, tous les habitants de Nungwa se sont unis comme un seul homme. Voilà pourquoi à Nungwa, il n'y a pratiquement pas de querelle intestine. Sous l'impulsion de la royauté agnisoyée, Nungwa devient un carrefour de peuples et de culture. Les femmes, véritables artisanes du vivre ensemble, incarnent cette harmonie interculturelle. C'est le village, la communauté malienne, la communauté burkinabé, la communauté, comme on appelle, togolaise, avec nous les Agnis, qui avons organisé cette fête en l'honneur du roi. Les garants de la tradition, les porteurs de mémoire, voient dans cette ouverture un prolongement naturel de leurs valeurs, l'hospitalité, le respect et la transmission. Le roi, c'est son souhait, et dans son programme même, c'est ça. Réunir tout son peuple. Dans tous les cas, dans un peuple, il y a toujours des petites divisions. Mais ces divisions, le roi, il les met à côté. À tout moment, il approche tout le monde. Le seul objectif que poursuit Sa Majesté, c'est de faire en sorte que le peuple souillé soit davantage uni. À Nungwa, la royauté ne se vit pas comme une simple tradition. Elle est un vecteur d'unité, une force vivante au service du vivre ensemble. L'Office ivoirien des parcs et réserves de la région du Hambol a effectué une mission de sensibilisation des populations voisines de la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. Ce sont les villages de Toudjan 1 et 2 dans la sous-préfecture de Marabia-Diassa qui a été visité afin de porter le message sur l'extrême nécessité de préserver ce patrimoine forestier. Le point de cette séance de sensibilisation avec Emmanuel Bonzo. La réserve de faune et de flore du Haut-Bandama continue de subir la forte pression des populations vivant à proximité de ce patrimoine forestier. Activités agricoles non autorisées, pratiques de la chasse, de la pêche et de l'orpaillage illégal mettent en danger cette réserve. En charge de sa protection, une équipe de l'Office ivoirien des parcs et réserves de la région du Hambol s'est rendue dans les villages de Toudjan 1 et 2 dans la sous-préfecture de Marabadiassa afin de sensibiliser les habitants sur l'intérêt de cesser ces pratiques néfastes pour la réserve. Pour l'OIPR, il s'agissait de montrer à leur avantage et pour le pays les bienfaits de préserver cette richesse forestière. L'affaire des forêts là, c'est pas mon affaire, c'est pour vous et puis c'est pour nous. Les jeunes n'allez pas là-bas. L'orpaillage là, c'est pas comme ça on fait. Des endroits, vous faites la demande, mais c'est pas là-bas. Là-bas on fait rien là-bas. Aux côtés de l'OIPR pour passer le message aux populations, le sous-préfet de Marabadiassa, Anissé Joël Ba, lui également a engagé la responsabilité des habitants de Toudjan 1 et 2 à protéger la réserve. Pour les accompagner, ils bénéficieront de financement de projets dans le cadre d'un concours dénommé Prix Vert qui vise à récompenser les meilleurs protecteurs des forêts et réserves du pays. Ce projet, financé par des partenaires à hauteur de 15 milliards de francs CFA, s'inscrit dans un vaste programme de préservation de 5 forêts et d'accompagnement des populations. Ainsi, devant l'autorité administrative, les habitants des deux villages ont pris l'engagement d'accompagner l'OIPR dans sa mission de protection de cet important patrimoine forestier. La réserve de faune et de flore du Haut-Bandama est à cheval sur les régions du Hambol, du Béré et du Poro. Elle s'étend sur 122 162 hectares et regorge d'espèces rares et importantes pour la biodiversité.
Une note de joie à présent, les populations de Yeple, dans la sous-préfecture de Golaleu, département de Zaounien, étaient en fait récemment. Le village a été connecté au réseau national par les agents de Côte d'Ivoire Énergie et Edwige Dieti, coordinatrice adjointe RHDP Tonpi, par ailleurs présidente de Fondation KED. À cette occasion, elle a offert une importante somme d'argent au groupement de femmes pour des activités génératrices de revenus. Théodore Kanga. Le lundi 21 avril dernier, les populations de Yeple étaient en fête. Et pour cause, le village vient d'être connecté au réseau électrique national. La mise sous tension officielle a été effectuée par Mme Edwige Dieti, marraine de la cérémonie. Ici, dans la région du Tonpi qui nous concerne, nous avons pratiquement 700 villages. Et en 2012, on avait seulement 12% de villages électrifiés, ça veut dire 84 villages. Sous la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, c'est 82% de villages électrifiés, soit 574 villages. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Et pourquoi moi, Edwige Dieti, pour aider mes soeurs et mes mamans qui veulent avoir une activité, je mets aujourd'hui la somme de 1 500 000 à 15 associations de femmes pour que chaque femme puisse avoir un peu pour son activité. À l'occasion de cette célébration baptisée Fête de la Lumière, la présidente de la fondation KED, Edwige Dieti, a fait un important don au groupement de femmes du village, tenir la création ou le renforcement d'activités génératrices de revenus. La chefferie traditionnelle et l'ensemble des habitants ont exprimé leur profonde gratitude pour cet événement tant attendu. C'est avec une immense joie, une profonde gratitude que nous nous réjouissons aujourd'hui pour célébrer un événement historique dans la vie de notre village. Parce que depuis longtemps nous sommes dans l'obscurité. Nos parents ont souffert pour avoir cette lumière. Et nous aussi, quand nous sommes nés, nous les avons vus souffrir. Ils n'ont pas eu la lumière. Dieu merci, à notre temps, nous venons de voir la lumière. Nous sommes très heureux. Avec cette connexion au réseau électrique national, tous les espoirs sont permis. Yeple amorce résolument son développement. Et parlons toujours d'autonomisation des femmes qui est une réalité cette fois à Bondiali. Récemment, la ministre Mariatou Kone, députée maire de Bondiali, a rendu un hommage aux femmes du département à travers une journée où elle a offert plusieurs matériels afin qu'elles soient autonomes et subvenir normalement à leurs besoins. Le compte-rendu de notre correspondant Ouattara Daouda. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, députée maire de Bondiali, professeur Mariatou Kone, vient de faire d'importants dons en numéraire et en nature, faits aux femmes des cantons de Ténéoré, d'Izona et du Guaton, réunis à Bondiali pour la célébration de l'hommage des femmes. Plusieurs broyeuses, des batteuses électriques turbo, des réfrigérateurs, des congélateurs, des 100 machines à coudre, 100 motos, 1000 pagnes, 300 glacières et autres matériels de cuisine afin de les rendre autonomes. Remercions le professeur Mariatou Kone pour les forages réalisés dans nos différents villages pendant la période de sécheresse cette année. Nous avons les collèges de proximité qui poussent un peu partout. Elle a fait briller l'école sur le toit du monde là où les hommes ont échoué avant elle. Elle a donné un visage humain à la politique à Bondiali. Cette journée est une aubaine pour toutes les femmes de Bondiali, du Zona, du bateau et du Ténéoré. Une occasion pour vous exprimer leur admiration. C'est un hommage que le conseil municipal de Bondiali rend à toutes les femmes dans leurs différentes composantes socio-économiques. Grâce à votre soutien, chères femmes, et grâce à la contribution inestimable du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, Bondiali se transforme avec la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. Venus en grand nombre répondre à l'appel de leur bulldozer, les femmes ont tenu à lui témoigner leur gratitude et soutien indéfectible. Elle a rendu un vibrant hommage au couple présidentiel avant de rappeler les liens qui l'unissent aux femmes de Bondiali depuis 2018.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.